Voilà, je suis enfin arrivé à Archéo Site. J'y arriverai. Bon, déjà, il a fallu combiner le voyage en bus, métro, RER et bus.
un four à 3 voûtes. Au milieu de ces 3 voûtes, on a glissé pendant 2 jours. On a fait chauffer environ à 800, on est monté jusqu'à 1000 degrés pendant 2 jours en continu. Donc dans un premier temps, le plâtre est noirci, ouais, là-bas. Les blocs sont un peu noirs. Là, il n'est pas encore cuit quand il est noir. Il est cuit que quand il devient blanc-rouge. Là, il est cuit, donc là, on peut le concasser et le tamiser. Et après, on peut du coup le réutiliser dans la construction du sarcophage. Donc là, on a fait une reconstitution d'un sarcophage qu'on a retrouvé sur la fouille de la basilique Saint-Denis, avec le même décor. On avait fait une première tentative l'année dernière qui avait échoué, mais l'archéologie expérimentale, ça sert aussi à ça, hein, ça sert voilà, à faire des expériences. L'année dernière, on avait échoué parce qu'on ne l'avait pas fait assez chauffer, pas assez haute température, donc le plâtre n'était pas assez cuit et quand on l'a démoulé, bah, il s'est effondré. Et là, cette année, du coup, on l'a plus fait chauffer et il a tenu. Bon, il y a des fissures, ça c'est lié plus au retournement, parce que quand on l'a moulé, le fond était en haut, donc il a fallu le retourner. Donc voilà, les fissures, c'est plus lié à ça. Mais là, on a une reconstitution d'un sarcophage, comme on le retrouve pendant une fouille. Voilà, on le retrouve tel quel. À l'intérieur, on a, là vous voyez toutes les traces de planchage qu'il y a liées au coffrage. Ça aussi, on les a en fouille. Et ça, c'est ce qui nous a indiqué quel type de coffrage ils utilisaient pour fabriquer on avait les largeurs de planches, voilà. On savait précisément comment ils faisaient. Donc là, voilà, celui-là, on l'a reconstitué à l'identique. C'est une taille... c'est quasiment une taille standard de ce qui se faisait à l'époque. Les coffrages, ils étaient dans des cryptes, tout c'était dans la terre. C'était comment les coffrages, c'est-à-dire les sarcophages Bah, ils étaient légèrement à la fois. Parce que c'est assez rapide une fois qu'on a le procédé de fabrication. Une fois que le moule il est fait, après on peut les faire à la chaîne. Hein. Ben oui. On peut les fabriquer à la chaîne, hein. Il y a juste à remonter le moule, on coule, on démoule, hop, il part, et puis ainsi de suite. Voilà. Des planches, Voilà. Et le corps se décompose dans le plâtre, c'est pas le cas, puisque je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que elle est peut-être un peu petite encore. Voilà, ça va plus vite. Ça qui peut se permettre de payer, de financer son propre sarcophage, et ben là va faire un beau sarcophage bien décoré, intérieur, extérieur, avec un beau couvercle. Et là il va avoir un usage définitif. Mais la plupart du temps, c'est des sarcophages qui servaient à uniquement faire que les corps se décomposent rapidement. Mais pas forcément la même famille. Pas forcément les mêmes familles. Mais on a quand même fait des études ADN sur cette fouille, où il y avait un défunt au milieu, on a fait une étude ADN, et on a fait aussi des prélèvements ADN sur les ossements qui avaient été relégués à l'extérieur et à l'intérieur, pour voir s'il n'y a pas un lien de parenté avec, entre tous ces ossements. Et donc non alors? On n'a pas regardé ça. Ça prend du temps. Ça prend un peu de temps à analyser tout ça. Ouais. D'accord. Et des sépultures vraiment primaires, on va dire, sans vêtements, sans rien, nus, sans bijoux. Sur les Mérovingiens, ils étaient enterrés à l'intérieur avec des vêtements et des bijoux. Mais nous, quand on a fouillé, la plupart du temps, ils étaient pillés déjà. Ah oui. Oui. Sur des périodes plus tardives, après, ils savaient très bien qu'en tombant sur des sarcophages comme ça, à l'intérieur il y avait des bijoux. Et voilà. Et Viollet-le-Duc a pillé aussi quelques sarcophages quand il a fait les sondages. Ah oui. Ouais. Il n'était pas que super quoi. Bah, disons qu'il fallait financer la reconstruction de la flèche, donc là où vous pouvez trouver un peu de sous, il a revendu quelques blocs qu'il a démontés. Je suis arrivé ici, et disons en cours d'explication par monsieur... Fabien Normand, voilà. Archéologue au département de la Seine-Saint-Denis. Voilà, donc Voilà. j'ai piqué quelques explications, et maintenant je vais pouvoir mettre ceci sur ma chaîne, Très bien. avec son assentiment. Merci beaucoup monsieur, et bon courage. Merci, avec plaisir. Alors ici, je rencontre les mini-archéologues qui sont... Donc moi c'est Jessica. Oui, et vous-même? Alicia. Alicia. Donc, Eh bien écoutez, je vous écoute. Hein. Ouais. Nous on fait un atelier pour les tout petits de 2 Oui. ans à 5 ans.
Donc les enfants sont menés à fouiller dans un mini-bac à l'aide d'un petit pinceau, Oui, comme les archéologues, exactement. pour trouver 10 objets et essayer de les repositionner sur des formes. C'est vraiment un jeu d'éveil. Oui, Voilà, et ça doit se faire à l'aide des parents qui d'ailleurs doivent essayer de nommer les objets avec les enfants D'accord. et travailler sur les différents matériaux cachés. ah ben c'est Il y a super. du bois, de la Donc c'est pour ça pierre. que j'ai vu que les visites étaient autorisées à partir de 6 ans. Voilà, c'est ça. Et bien il y a même des 2 ans qui peuvent venir. Voilà. Voilà. Donc je ne me hasarderai pas à faire les fouilles. Si vous Je avez pourrais, envie mais de voir comment ça se passe. je voudrais pas, disons, être contredit dans mes explications hein, d'adulte. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup et Merci à vous. bonne journée. À vous aussi. Bonne journée. En fait des flèches tranchantes. On a trouvé aussi des outils qui sont liés au dépeçage des bêtes. On a des tranchets, des racloirs, racloirs. Voilà. Et puis, alors pour le mésolithique non, parce que en fait la céramique n'est pas encore utilisée. Par contre, comme on a des choses qui sont liées à une néolithique, on a effectivement trouvé d'assez gros fragments en fait, de céramique qui sont alors en partie décorés. Hein. Vous en verrez sous la maison des Libyennes, vous verrez des reconstitutions de céramique. Donc c'est des formes assez simples, hein. C'est des grands pots comme ça, assez évasés et a priori sans fond. En fait, le fond est globulaire. C'est des vases de stockage, c'est des vases, essentiellement des vases de stockage ou des vases pour les préparations alimentaires ou la cuisson. Mais en tout cas, sur cette partie-là du site, on a trouvé vraiment des gros fragments de poterie. Donc voilà. Alors, sur place, comme il y a vraiment des tout petits éléments, il y a du tamisage qui a été fait, de manière à récolter tout ce qui était possible de récolter. Donc d'où la personne avec le tamis. Alors ce qui est aussi très intéressant sur le site et pour l'époque mésolithique, c'est qu'en fait, de manière très surprenante, en fait on a trouvé des sépultures. Alors c'est peu fréquent pour le mésolithique, on connaît au niveau de la France, on connaît très peu de sépultures de cette époque-là. Alors non seulement on en a trouvé une, mais en fait on en a trouvé plusieurs. Ce qui fait que c'est vraiment unique. C'est unique pour le site, on ne sait pas très bien pourquoi il y a ces sépultures qui sont là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je crois qu'on arrive à peu près tout dit sur ici. Après vous avez une autre exposition sous forme de panneau. Alors après c'est pas ici, c'est des fouilles qui ont été faites à Bobigny. À Bobigny, sur un site proto-historique, l'Athènes, avec du fer, des fouilles antiques. Donc si vous voulez, je peux... Il y a la pression, il y a une caméra Exactement. Voilà. Il Non, faut, non, mais il faut, Pas raconter de bêtises. Donc tout ce que vous voyez a été construit par des aliens. Pas du tout. Alors par exemple, ce que je disais au niveau du mésolithique, les traces qu'on va avoir, c'est notamment là, avec notamment avec toute l'industrie sur silex qu'on a. Au mésolithique, la pierre, on la taille encore par percussion ou par pression. Donc du coup, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des petites pointes à amarture de flèches et des morceaux de grattoir. La pointe de flèche pour tirer des flèches, qui apparaissent à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent à ce moment-là? Parce que le paysage va changer. Au mésolithique, on est vraiment dans l'environnement que vous avez juste ici, avec cette forêt. Avant, si on chassait avec des armes de jet, ça va plutôt être avec un propulseur. Le propulseur, c'est très bien pour un espace puisse dégager, une toundra. Alors que là, vous balancez votre propulseur et des arbres de partout, trop cool, ton propulseur est filé dans une branche et tu manges pas. Donc du coup, une flèche, un arc et une flèche, par contre ça va tirer droit. C'est beaucoup mieux, c'est adapté. C'est aussi, c'est encore une fois une adaptation à l'environnement dans lequel on vit. C'est toujours ce qu'il faut garder en tête, on s'adapte. Le paysage change, c'est pas grave. Après, ce qu'on a pu retrouver comme autre vestige par exemple,
vous avez cette fibule qui est un élément un peu caractéristique des populations celtiques. Alors celtique égale gaulois, je le rappelle, hein, même si bon, il faut plutôt parler de celtes, parce que les Gaulois n'étaient pas un peuple uni. Et où du coup, cette fibule, elle servait notamment à fermer leurs vêtements. Ça pouvait être une espèce de grande broche ou épingle à nourrice. Et après, on a aussi d'autres traces d'activité. Comme par exemple, on est en bord de Marne. Un embarcadère. Même par exemple ici, un fer à cheval. Et en fait tout ça, c'est assez pas. En fait tout ce qu'on peut retrouver dans le sol, ça va nous permettre de connaître les différentes phases d'occupation et ça peut aussi renvoyer à quel rôle on peut donner à ce site. Pour les mésolithiques, c'était une aire de chasse. Au néolithique, plutôt par exemple, on fait plutôt de l'agriculture. Les Gaulois aussi, et ça pouvait être aussi un endroit où on faisait par exemple, mettons, peut-être, je ne sais pas, un petit peu de commerce, un embarcadère, on peut charger, mettre des choses dessus. En tout cas, il y avait des bateaux qui passaient par là. Et en fait, tous ces vestiges, ça nous permet de reconstruire le sens qu'on donne assez, en fait, à une zone. Ici maintenant c'est un parc. On choisit de venir en famille, en amis et tout, et de découvrir. Mais avant, ça avait d'autres rôles, d'autres fonctions. Et ça montre aussi que d'autres populations sont passées par là. À chaque fois, il faut se dire, tout ce que vous voyez là, ça laissera des traces aussi. La dalle de béton que vous avez qui est juste là, d'ici quelques centaines d'années, pareil. Ça laissera, ça se retrouvera. Et après justement, c'est là où on va avoir tout le travail des archéologues, on peut le voir aussi, on le voir ici. Alors là ici, on peut voir un petit peu comment l'archéologie se fait, c'est-à-dire que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va passer par différents niveaux, des passes. Les passes qu'on fait, ça peut être tous les temps, ça peut être si on fait un décapage, tous les temps de mètres par exemple, ou s'il veut être quelque chose de plus fin, tous les temps de centimètres. Et ce qu'on fait, c'est simple, on creuse et on essaie de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver, par exemple, je ne sais pas, du silex, des morceaux d'os, et une fois qu'on a tout bien dégagé, ça passe par une phase d'enregistrement, par dessin, en numérotant et tout, en prenant les coordonnées de chaque objet, en faisant des photos, maintenant en faisant de la photogrammétrie 3D pour qu'on ait tout bien, et après justement on peut tout reconstituer et comme ça on peut reconstruire comme une sorte de grande carte de ce qu'on a sur le site avec tous les vestiges pour voir si par exemple il n'y a pas des zones où on faisait certaines activités plus que d'autres. Et comme ça en fait tout ça mis bout à bout, ça nous permet d'avoir encore une fois de reconstituer le mode de vie. En fait, ces populations du passé, elles sont super sympas, elles nous laissent plein de déchets dans le sol. Maintenant, vous saurez que l'archéologie, en fait, c'est fouiller des poubelles, partout, pas que. Mais que du coup, souvent, c'est des populations qui, par exemple, soit n'écrivaient pas, comme ce que je vous disais, ou les Gaulois qui s'en méfient un petit peu, soit l'écriture n'avait pas encore été inventée, ou soit sinon, on a aussi le fait que c'est peut-être des populations qui ne savaient pas écrire aussi. Et à ce moment-là, ou même des fois, des personnes qui savaient écrire mais ne voulaient pas écrire. Petit message aux artisans qui sont les personnes qui ont plein de secrets de fabrication dans leur métier, mais pour les faire parler, bon courage. Et je parle de vécu. Et bref. Et du coup, nous, tout notre jeu, c'est de faire parler tout ça, pour avoir un petit peu une idée de comment ces personnes vivaient. Ou pas. Et c'est ça, voilà. Et ici, ce qu'on fait ici, c'est ça, c'est essayer de faire reconstruire, montrer et faire un petit peu de la médiation. Car c'est aussi une partie, car après qu'on ait fouillé, faut que vous puissiez potentiellement voir à quoi ça a servi et ce qu'on a trouvé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a tout ce parc qui a été aménagé par le département de Seine-Saint-Denis pour pouvoir faire de la médiation. Voilà. Et comme ça, on passe, on est attiré, tiens, archéocide, c'est quoi? Là, il y a un mec qui est en train de parler, et on se retrouve à se manger un tunnel, voilà.
si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi j'en ai une. Ouais. Et puis après, on va vous laisser. Ouais. Pardon. Qu'est-ce qu'on voit là, monsieur? Ah bah là c'est simple, c'est des... Donc c'est ce site ici Ouais. avant que ce soit aménagé, d'accord? Ouais, Et bah alors, alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bah alors ça, c'est une bombe qu'on a fait exploser, non pas, non, pas du tout. Non pas du tout, c'est en fait ce que vous voyez là et là, ce sont c'est ce qu'on appelle les tranchées de diagnostic. C'est là où avec une pelle mécanique, on va aller creuser directement vers le niveau vers le niveau en surface des couches archéologiques qui vont nous intéresser. Et là ce que vous voyez ici, c'est tout simplement des sondages qui avaient été faits pour pouvoir faire une gravière. Parce qu'en fait toute la haute île a failli être une gravière. Vous vous en doutez de façon un petit peu drôle et de façon un petit peu évidente que le voisinage n'a pas voulu se retrouver avec une carrière de gravier juste à côté de chez lui. Je pense que n'importe qui pourrait comprendre. Et du coup, ce qui est à l'origine des fouilles, c'est que dans un premier temps, il y a eu la volonté de sauvegarder la haute île qui est un sanctuaire pour les oiseaux. Car ici c'est une zone Natura 2000 où les oiseaux viennent nidifier et se reproduire. C'est pour ça que sur les périodes de nidification, il y a une partie de la haute île qui n'est pas accessible, histoire que les oiseaux soient tranquilles. C'est pour ça, si vous habitez dans le coin et que vous passez des fois, vous allez entendre des oies qui passent et tout. Et du coup, les archéologues, sachant qu'il y avait anguille sous roche, on en profitait pour dire que ce serait l'occasion de fouiller. Et c'est comme ça que après l'archéosite a été aménagé, il y a des aménagements et il y a des constructions qui se rajoutent. Il y a la maison néolithique derrière, dans le petit bosquet un peu plus loin, il y a un campement de chasseurs mésolithiques qui a été reconstitué. C'est une estimation car malheureusement on a peu de chances de savoir à quoi ressemblait leur habitat parce que tout ce que vous voyez c'est fait en matériaux périssables. Enfin, la chaume, une fois qu'elle est dans le sol, elle se décompose, le bois aussi. Le torchis redeviendra de la paille et de l'argile qui se décomposeront ou l'argile redeviendra de l'argile, enfin retournera à l'argile. Du coup, ça laisse peu de traces. Mais tout ça, ça montre aussi que un peu tout le travail. Ça a été une vraie question. Ça a été un peu de travail entre des archéologues et des architectes pour réfléchir à comment on allait reconstruire une maison néolithique. On l'a fait comment? Il y a eu plusieurs hypothèses et ça, c'est une hypothèse parmi tant d'autres qui a été faite. J'ai aligné, donc je prendrai un pion. Regarde, il a aligné, il a fait 3. Vous savez combien il reste de chaumiers en France? Pas du tout, mais ils sont pas beaucoup. Et c'est vrai que les chaumiers expliquaient on leur a demandé comment ils se forment. Les chaumiers disaient en fait c'est simple. Alors l'entreprise avec laquelle on travaille, c'est deux. Ah, on est d'accord. Bon. Alors en tout cas, l'arbitre ici, qui est habillé, il a un petit bâton dans la main. Il ne va pas frapper sur le tricheur. Il va simplement le toucher. Et le tricheur, une fois qu'il est touché, il sait que c'est terminé. Il est déclaré perdant. Et son adversaire est déclaré. Il sort du jeu et il n'a plus jamais le droit de participer au jeu sportif. C'est intéressant. Parce qu'on avait à Olympie des Jeux antiques, on en avait aussi à Guerre. Alors, ça c'était dans l'Antiquité, à l'époque où il n'y avait que des jeux en Grèce. Tu vois, c'était il y a 2000 ou 3000 ans, cette règle du jeu. Et puis, dernière punition, il doit payer une amende. Et avec cette amende, vous savez ce qu'on fait avec son argent? Eh bien, on édifie une statue de Zeus, le roi des dieux. Et cette statue, on va la disposer à côté du stade à Olympie.
Mais c'est qui Zeus? Ah, t'étais pas là au début. C'est le dieu du ciel. La poule. Ouais, c'est une histoire inventée par les hommes il y a 2000 et 3000 ans. Moi, je vais faire peut-être la visite des panneaux. Ah, volontiers, merci beaucoup. Allez. Alors, tous les panneaux que vous allez voir donc sur cette partie de l'expo correspondent à des fouilles qui ont été faites à Bobigny. Donc sur un projet dans le cadre des JO, qui est le projet Prisme. Alors le projet Prisme, en fait, c'est un projet qui est porté par le département dans le cadre des JO, et c'est pour la pratique sportive en handisport, en fait. Voilà. Alors, pour nous, il n'y avait pas tellement en fait de surprise à trouver des vestiges, parce que sur Bobigny, il y a vraiment un très gros site qui correspond à deux périodes, à la protohistoire et à l'Antiquité. Alors pour la protohistoire, c'est la protohistoire récente, c'est ce qu'on appelle l'âge des métaux, âge du fer, et qu'on appelle aussi, les spécialistes appellent ça la période de l'Athènes. L'Athènes, c'est en fait un site éponyme en Suisse, et c'est là où en fait pour la première fois a été fouillé et mis en évidence donc cette période en fait, avec des vestiges mobiliers, enfin immobiliers et mobiliers. Et donc je vous disais, c'est pas une surprise pour nous, archéologues du département, parce que ça fait plus de 30 ans en fait qu'on effectue des fouilles là-bas. On a d'abord commencé par des fouilles dans l'enceinte de l'hôpital Avicenne. Donc ça c'était en 92, si mes souvenirs sont bons, si je me rappelle bien. On a commencé à trouver des vestiges justement de la protohistoire, donc l'époque de l'Athènes, avec des choses très intéressantes, donc des vestiges qui dénotaient un statut particulier des habitants, enfin de ceux qui vivaient à l'époque, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vestiges mobiliers et qui étaient d'un certain niveau en fait, notamment dans les céramiques qui ont été retrouvées. Voilà, alors là je pense que les vestiges sont assez mélangés entre la protohistoire et l'Antiquité. Donc en gros, par exemple ici, vous avez tout un alignement de trous de poteaux, donc qui correspondent à des délimitations de bâtiments ou de palissades. Voilà. Ensuite, ici, vous avez toute une série de fosses, parce qu'en fait, entre le début de l'occupation, c'est vers moins 300. Alors quand je dis moins 300, c'est moins 300 par rapport à l'an 0, si vous voulez. On part par rapport à l'an 0. Naissance du Christ, bon, c'est un jalon, on va dire. Donc évidemment, il faut que vous rajoutiez par rapport à nous les 2000 ans, enfin les 2024 ans. Mais en gros, c'est entre moins 300 et plus 300. Et donc ça couvre en fait donc cette période dont je vous ai parlé, l'Athènes, et puis l'Antiquité. Donc l'époque gallo-romaine, si vous voulez. Et donc du coup, c'est pas étonnant que l'on ait comme ça des vestiges assez proches les uns des autres, qui correspondent à des fosses, donc ont été creusées entre l'Athènes et l'époque antique. Alors, comment on est intervenu? Donc du coup, les archéologues procèdent de deux façons. C'est-à-dire qu'à l'origine, on fait d'abord un diagnostic archéologique, et puis à partir du moment où on fait un diagnostic archéologique et qu'il y a des vestiges, du coup ça peut partir après sur une fouille. Voilà. Alors le diagnostic archéologique, c'est avec une pelle mécanique, et puis on fait des tranchées en décapant en fait niveau par niveau, de manière à arriver sur les vestiges. Voilà. Donc là par exemple, vous voyez qu'il y a une étendue à plat, ça veut dire que là on est arrivé en fait au niveau des vestiges. D'accord. Et si on regarde bien, comment nous après on sait qu'on est sur les vestiges, eh bien c'est parce que en fait le géologique est un terrain clair. Alors ce qu'on appelle géologique, c'est en fait le terrain naturel, c'est-à-dire c'est le terrain qui s'est établi avant l'apparition de l'homme. Donc en fait il n'y a aucune intervention de l'homme. Et donc là en l'occurrence ce sont des terrains qui sont assez clairs, qui sont en fait jaunes et qui correspondent à un sédiment, ce qu'on appelle le marneau calcaire. Ce sont en fait des sédiments qui ont été déposés par la Marne. Alors à des périodes très anciennes évidemment. Ouais. Voilà, et ensuite les activités humaines se définissent en fait par des taches de couleur
au niveau du sol qui sont dus donc justement à l'activité humaine. Puisque là, par exemple, les gens ont pu mettre des déchets, donc des déchets alimentaires, des poubelles en fait, si vous voulez, en d'autres termes. Et du coup, forcément, il y a des teintes beaucoup plus sombres dans le sédiment. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez bien qu'il y a le terrain est assez clair, de couleur claire. Et puis, par exemple, ici, au niveau des bandes de terrain qu'on a laissées, qui sont en fait des bandes témoins, qu'on appelle des bermes, vous voyez bien que c'est plus sombre, c'est marron. Enfin, marron. Et donc, du coup, nous, on n'invente rien au niveau des creusements. C'est en fait, on se contente en fait de fouiller et donc du coup de revider, si vous voulez, les creusements qui ont été faits pour différentes activités, pour des activités artisanales, pour des activités domestiques. Alors on va progresser. Donc là par exemple vous avez des fosses qui ont été comblées avec des gros blocs de pierre et finalement on s'est rendu compte en enlevant les gros blocs de pierre qu'il y avait les restes d'un puits. Ah. Donc ici, la dernière image là, qui est à votre droite. Là-bas, c'était un puits. Voilà, ça c'était un puits. Ouais. Alors c'est un puits en pierre sèche, hein. C'est ce qu'on appelle la cheminée du puits. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on creuse une fosse circulaire et puis on va monter petit à petit, à partir du fond évidemment, jusqu'à la surface. Donc cette cheminée qui est en pierre sèche en fait. Hein. C'est une disposition donc des pierres. Oui, c'est. Alors elle venait d'une construction. Alors ça peut être effectivement des réutilisations, puisque en fait là où on se trouve à Bobigny, il n'y a pas réellement de pierre. Enfin, il n'y a pas d'aussi gros blocs de pierre en fait dans le terrain naturel. Ou alors il faut descendre vraiment très profond. Donc en fait à l'époque ils réutilisaient toutes les pierres qu'ils pouvaient. Alors vous avez là par exemple une illustration de ce que je vous disais par rapport à la pelle mécanique. Donc on fait venir une pelle mécanique et puis donc par passes successives, en fait on descend dans le terrain jusqu'à arriver en fait au niveau des vestiges. D'accord. Ah bah oui, c'est bien. Ben oui, on voit l'illustration. Voilà, exactement. Alors ensuite vous avez là une vue générale du terrain. Donc toujours à Bobigny, hein, voilà. Et puis vous avez la tour que vous avez derrière avec l'horloge, c'est en fait la tour 7, ou tour de l'illustration, puisque en fait, alors je ne sais plus très bien quand ça a été construit, mais c'était une imprimerie, donc l'imprimerie de... Un journal je crois. Oui, d'un journal qui s'appelait l'illustration, journal qui en fait a été interdit après-guerre, juste après-guerre, pour fait de collaboration. En fait. Mais après c'est resté en fait une imprimerie. Et donc là on a un petit peu avancé au niveau des décapages et au niveau et on commence à voir des vestiges et notamment vous voyez ces successions de pierres là qui correspondent à des restes de murs de bâtiments, puisque sur le terrain on s'est rendu compte qu'il y avait des bâtiments en pierre, plusieurs bâtiments en pierre, et puis autre chose aussi auquel on ne s'y attendait pas, c'est une voirie. Donc il y avait une voirie qui est constituée par un cailloutis tout à fait. Donc c'est la photo, c'est la vue qui est juste après. Voilà. Voilà, donc là vous avez la voirie qu'on voit là, hein, qui est en travers, avec un petit diverticule. En fait, c'est dans cette direction-ci, vers les bâtiments. Mais ici, vous avez un petit diverticule. Là, sur votre gauche, il y a un petit diverticule qui apparemment, desservait le bâtiment que vous avez là. Hein, là, on voit la partie là, des restes de murs là qui définissent en fait deux pièces, notamment deux pièces. Une première pièce et une deuxième pièce. Oui, alors l'entrée va se faire effectivement par là. Ah oui, il faut protéger. Oui. Alors là, oui, les bâtiments, alors la voirie et l'antiquité, effectivement, datent
la voirie et les bâtiments datent effectivement de l'Antiquité. Là, on n'est plus du tout dans l'époque latène. Parce qu'à l'époque, en fait, il n'y a pas de maison, en pierre. Vous avez là le reste d'une fondation en pierre, ce qu'on appelle un sola en fait, un sola en pierre. Voilà. Et puis là, vous avez un détail justement sur une partie de fondation qui est en partie récupérée. C'est-à-dire que là, vous voyez bien un angle sur cette vue-là. Vous avez bien un angle d'ailleurs qui est renforcé par un gros bloc, hein, si vous voyez bien. Il y a un gros bloc de pierre qui est à l'angle. Et puis on voit bien sur la droite et sur la gauche des pierres. Par contre, si vous regardez bien, dans la continuité, il y a bien un vide. C'est ce qu'on appelle une tranchée de récupération. C'est-à-dire qu'à un moment, on a récupéré des pierres. Pas la totalité, mais une partie, pour justement peut-être reconstruire un peu plus. L'idée de la dimension du site, Alors non, pas totalement. Parce que, en fait, nous, les fouilles, on les a commencées donc sur l'hôpital Avicenne, ça c'était en 92. Et en fait, depuis, on continue à fouiller. Et en fait, on n'a pas vraiment de limite du site. Par exemple, sur Avicenne, par exemple, on avait fouillé c'était en 2002-2003, on a fouillé une grosse nécropole. Donc c'est un cimetière, hein. Quand je dis nécropole, c'est un cimetière. Une grosse nécropole qui, elle, par contre, est de l'Athènes, donc époque gauloise, qui est une nécropole qui est très intéressante et très importante parce qu'on a fouillé plus de 500 sépultures, ce qui fait que ça en fait la nécropole la plus importante, enfin l'une des plus importantes, voire la plus importante pour cette époque-là, pour l'Athènes. Mais au niveau européen, hein, j'entends, pas uniquement au niveau de la France. Et elle est d'autant plus importante que, outre le nombre de sépultures qui a été découvert et qui a été fouillé, c'est qu'en fait, elle couvre toute la, tous les âges. C'est-à-dire des très jeunes jusqu'à des personnes âgées. et en bonne santé. Alors, relativement oui, tout à fait. Oui, tout à fait. L'état sanitaire semblait assez bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de... Parce que quand on fait des études sur les eaux, on peut voir justement les carences alimentaires. Et de toute évidence, à cette époque-là, les gens s'alimentaient tout à fait. Et il n'y avait pas de... Ils n'ont pas subi de stress alimentaire, ils n'ont pas subi de carences alimentaires. Bon, après, ils mourent de maladie, forcément. Voilà. Mais ceci dit, il y a quand même des personnes âgées. C'est-à-dire que les gens pouvaient arriver à des âges. Et donc, on avait fouillé donc, cette nécropole en 2002-2003. Et donc, pour vous dire qu'on n'a pas vraiment de limite sur le site, c'est que il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, il y a une autre fouille qui a été faite sur l'hôpital Avicenne. Donc nous, la nécropole en 2002-2003, on l'avait fouillée plutôt sur l'arrière de l'hôpital Avicenne, pour ceux qui connaissent. Oui. Voilà, on avait fouillé plutôt sur la partie arrière, donc c'est le bâtiment Charcot, je crois, là où il y a la cardiologie. Donc vraiment sur l'arrière de l'hôpital. Donc quasiment en fait, donc la fouille du prisme qu'on a fait, en fait c'est de l'autre côté de la rue. C'est la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle, la rue Lautréamont. La rue Lautréamont en fait sépare les stades de la Motte, les stades départementaux de la Motte et l'hôpital Avicenne. Il y a une fouille qui a été faite, du coup complètement de l'autre côté d'Avicenne, c'est-à-dire vers le tramway, vraiment à l'entrée de l'hôpital, et où de nouveau on a trouvé des vestiges. Aussi bien l'Athènes que gallo-romain. De l'autre côté, donc vers la cité de l'Étoile, toujours sur Bobigny, là on n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on avait des vestiges sur cette limite là, sur les stades de la Motte, et on voit bien que le site continue. Et en fait, partie-là, de toute façon, quand on est amené à fouiller, à chaque fois on trouve des choses. Mais en tout cas, c'est un site très important pour la proto-histoire, pour l'Athènes. Je pense que c'était peut-être un lieu de rassemblement, un lieu d'assemblée. Parce qu'en fait, les Gaulois, quand il y avait des décisions importantes à prendre, ils les prenaient en commun, en fait, ils les prenaient collectivement, et ils faisaient comme ça des grandes assemblées. Alors, grandes assemblées dans lesquelles ils pouvaient... Des avis sur le fait que c'est à Bobigny,
topographiquement, en fait, on n'est pas loin d'un ruisseau qui s'appelle le rue de Montfort, qui est en bas, en fait, qui est en contrebas. Bon, là, dans une position un peu oui, surprenante. bizarre, hein. Ouais. C'est la position comme on l'a trouvée ou... Ah oui, oui, tout à fait. Il a encore ses dents, hein. Moi ça me... bah oui. Alors ça me perturbe ça, parce que je me dis, bah, ils avaient quel âge? Parce que quand même à l'époque, la nourriture faisait que... Mais ils mangeaient pas de sucre. Ah, ça, Ils consommaient pas de sucre. Les caries, elles sont dues à quoi? Ouais, c'est vrai. Ah, au sucre. Au musée de Toucan, on avait exposé une crâne, enfin une dentition. Oui, parce qu'on regarde la dentition, elle est belle, hein. Il se débattait, moi j'ai l'impression. Il se débattait. Qu'il était enterré vivant. Bah, Ça donne cette non, impression. non, simplement, bon, Il a la bouche ouverte, là. Ah bah ça, c'est parce qu'on lui a pas mis de pierre sous le menton. Ah oui, ça, oui, elle aurait pu lui mettre une pierre sur le menton quand même. Et la jambe de l'autre côté, je sais pas. Parce que notamment sur Bobigny, à Vicenne, on a eu plusieurs individus qui ont été découverts comme ça dans des fosses. Mais les corps étaient disposés comme dans une sépulture. C'est-à-dire qu'ils étaient déposés soit sur le dos, donc ce qu'on appelle en décubitus dorsal, soit sur le côté. Mais en tout cas, on avait pris soin de les déposer soit sur le dos, soit sur le côté. Et en plus, il y en a un qui avait un bracelet. Qui avait un bracelet en bronze. Et il était au fond d'une fosse profonde, qu'on appelle un silo. Et on avait pris la peine aussi, en fait, d'entamer le bord, de manière à ce qu'il puisse rentrer totalement. Donc on avait pris quelques précautions sur ça. Après, effectivement, pour qu'il puisse rentrer là-dedans. après, de temps en temps, on trouve vois, des individus qui se présentent comme ça, on ne sait pas très bien. Est-ce que d'ailleurs c'était une inhumation ou un accident où il est peut-être tombé dans... Non, parce que là, il y a très peu de profondeur. Ah, d'accord. Non, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas la place de le mettre à manger. Après, ce qui se passe aussi, c'est que bon, parfois, on est obligé de se débarrasser assez rapidement de corps. Oui. De corps, bon, pour des questions d'hygiène, même si hein, à l'époque, bon, voilà. Évidemment, il n'y a pas de... Enfin bon, il n'y avait pas de démarche hygiéniste, on va dire, mais malgré tout, bon, un corps, il se décompose, et donc à un moment, il faut bien essayer de trouver une solution. Donc peut-être que ça s'explique par... on a voulu rapidement, en fait, se débarrasser d'un corps, parce qu'on n'avait pas d'autre solution, je sais pas, ou parce que... On est obligé d'imaginer, hein. Voilà. Puis bon, c'est pas dit non plus qu'il n'y ait pas eu des épidémies à un moment, et donc effectivement, on est obligé de se débarrasser de corps. Peut-être qu'après, cette personne avait un statut, moindre, voilà, on ne sait pas. Oui. C'est difficile de savoir. C'était peut-être un voyou. Hein. Ils ont voulu se débarrasser. Après, il y avait des... Il y avait forcément des faits divers, hein, Oui. comme on dit. Ah ben oui. Et voilà, c'est Donc ça. après, est-ce que si ça correspond trouve, effectivement à une crapulerie, voilà. à un crime Voilà. on n'en sait rien. On te balance comme ça. Ben oui. Quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et qui a été puni. Notre imagination. C'est bizarre. Bon, bah non, Il n'est mais pas bon. content. Hein. Voilà. Donc sur les dernières photos qui sont là-bas, je ne sais pas s'il y en a d'autres après. Oui, si, il y en a d'autres. Alors on va y aller peut-être. Là on va profiter de la cabine. Ah oui. Donc là par exemple vous avez en coupe justement un puits. Hein, là vous voyez bien donc l'empire, enfin la cheminée en pierre. On la voit bien en coupe. Et par contre si on regarde bien, vous voyez que donc en coupe on a le terrain clair blanc, hein, à gauche et à droite, et puis vous avez une espèce de fosse qui se dessine comme ça, qui est plus sombre. Ouais. Donc ça s'explique parce que pour faire un puits, généralement on creuse plus large. On fait une fosse plus large, Ouais. et puis après on monte la cheminée en pierre, et après on recomble. Super intéressant. Oui, c'est une construction d'un puits, on ne voit pas souvent ça. Ah si, il y en a quelques-uns. Oh, ouais. C'est une mine d'or. Ça ne finit pas. Alors, bah là vous avez la vue sur un bâtiment, ici qui est en cours de fouille.
Donc on voit bien ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire que généralement aux angles on met toujours des blocs plus importants. Et puis il y a ce système de récupération qui fait qu'à un moment, quand on a besoin de pierre, on sait qu'il y a des bâtiments en ruine qui sont abandonnés, et donc du coup on va récupérer de la pierre pour reconstruire ailleurs. Il y a ce système de récupération qui est assez fréquent. Là vous avez la vue sur un fossé. Alors le fossé lui il est d'époque latène. Là on est dans l'Antiquité, hein. Donc 1er, 2e, 3e siècle on va dire, pour les bâtiments qui sont là. Alors la fonction de ces bâtiments, on l'ignore. Ce qu'on sait, c'est que ce sont en tout cas des bâtiments qui sont implantés en bord de cette voirie. Voilà. On n'a pas de mobilier particulier dedans. Il n'y a pas de mobilier particulier. Bon, on sait qu'il y a de l'artisanat qui se faisait. Bon, après ces bâtiments-là, ils sont vraisemblablement le long de la voirie pour des raisons. Alors soit parce qu'il y a du passage et donc du coup il y a peut-être moyen de vendre des choses justement, de vendre des choses qu'on fabrique, de l'artisanat par exemple. Ça peut être aussi une sorte d'auberge qui est en fait une espèce de relais. Ça fait penser à des chaudrons. C'était peut-être un restaurant. Oui, c'est ça, une sorte de relais, une auberge en fait. Ouais. C'est un relais où avant de rentrer dans la cité de Lutèce, donc le Paris antique, c'est une sorte d'étape, d'étape avant de rentrer dans Paris, et auquel cas on s'installe pour la nuit, et donc il faut bien loger, il faut bien se nourrir. Éventuellement, s'il y a une espèce de système officiel, une sorte de poste, on peut y avoir des francs, des personnels administratifs officiels de l'Empire romain justement pour changer des choses et repartir. Voilà, ça peut être ça aussi. Parce qu'à l'époque, c'est des systèmes d'enclos délimités par des fossés et éventuellement une palissade. Donc là par exemple vous avez le fossé, on voyait bien le sillon, et puis sur un côté vous avez là des trous qui sont en fait des trous qui ont été fouillés et qui étaient comblés et qui correspondent sans doute à une palissade, à des pieux. Voilà. Donc on peut imaginer un fossé, une palissade et puis peut-être une levée de terre, peut-être d'un côté ou d'un autre. Donc ça fait un système de protection, aussi bien pour des intrus qui viendraient ou pour des bêtes sauvages. Parce qu'à l'époque il faut penser que il y a des renards forcément, il y en a encore maintenant. Oui. Il y a des renards et il y a des loups. Ah oui, il y avait des loups. Ah bah oui. Donc voilà, si on veut protéger son bétail, Alors là vous avez une autre sépulture, mais vous voyez que là par contre il y a bien une fosse d'inhumation, vous avez bien une fosse oblongue dans laquelle on a disposé quelqu'un et qui est disposé sur le dos, il est disposé d'une manière plus classique on va dire, que l'individu qui est un petit peu les pattes en l'air, les bras. Voilà, et donc là il y avait une série effectivement de plusieurs sépultures. Donc les sépultures ne sont pas antiques, elles sont proto-historiques, latènes. C'est ce que je vous disais au début de la visite. Donc quelque part vers moins 300, moins 200 sans doute, dans ces eaux-là. Et là vous avez une vue de détail sur la voirie dont on parlait. Et on voit bien, il faut avoir un petit peu d'imagination, mais on voit bien qu'il y a des parties qui sont un peu enfoncées et qui correspondent en fait à des ornières. Donc au passage en fait des véhicules sur la voirie. Voilà. Et donc imaginez les bâtiments qui sont du coup de part et d'autre de cette voirie avec donc une fonction un peu, on n'en a pas la certitude, mais c'est une voie de passage, donc peut-être un relais pour que les gens puissent s'arrêter, se reposer, passer la nuit avant d'entrer dans Lutèce. Et peut-être avec des activités aussi artisanales. Ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé pas mal de monnaie. Donc on voit bien que c'est un lieu de passage, un lieu d'échange, où il y a des gens qui avaient, notamment il y avait des pièces en argent,
qu'on appelle des deniers ou des antoniniens, qui sont des pièces gallo-romaines, enfin des pièces romaines, des pièces antiques. Mais c'est des pièces en argent, et on en a trouvé, bon, pas non plus des quantités industrielles, mais quand même une partie, et c'est quand même surprenant parce que généralement on les perd pas comme ça. Voilà. Donc ça peut vouloir dire qu'il y avait justement un niveau d'échange et de circulation monétaire qui était quand même un petit peu important. C'est étonnant de voir qu'on trouve toujours des pièces de monnaie. Hein. Ah oui. Ils n'avaient pas de bon porte-monnaie, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est-à-dire que c'est assez fréquent de trouver, parce qu'en fait dans le système monétaire romain, il y a des monnaies en or, mais ça c'est plutôt pour la partie haute de la société. En dessous on a des pièces en argent, voilà. Mais les pièces en argent c'est pareil, c'est-à-dire que les pièces en argent, par exemple, on payait les militaires. Les militaires étaient payés en pièces d'argent, en fait. Voilà. Et puis après, c'est pour les échanges aussi. Bon, et puis après, il y a la monnaie en bronze. Mais la monnaie en bronze, il y a eu des dévaluations. Et la monnaie en bronze, par exemple, la plus grosse monnaie, c'est un sesterce. Et le sesterce, c'est vraiment une grosse pièce. Ça pèse lourd, c'est encombrant. Et puis après, comme il y a eu des dévaluations, en fait, ça valait plus grand-chose. Donc, à la limite, donc, on l'avait perdu, on l'a recherché. Ouais, voilà. Ça n'avait pas la même. Ça avait pas la même. Ouais. Donc voilà. Alors après, là, on a vu. Là, c'était des vues en noir et blanc. Oui. Et là, on a des vues en couleur et des vues plus larges. D'accord. Des vues plus larges ici. C'est le même site. Alors c'est le même site, mais c'est des vues beaucoup plus larges et des vues en cours de fouille ou en fin de fouille. Alors après évidemment, comme ça paraît un peu confus, parce qu'on voit, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a des différences de couleurs, il y a des zones qui sont en pierre, il y a des zones qui sont en creux. Donc c'est un petit peu compliqué à lire. Mais en gros, si on regarde bien, on voit bien à peu près au milieu, enfin aux 2/3 en fait de la vue, vers le haut, on voit bien la grande traînée là en pierre, qui est donc la voirie, et on voit bien des bâtiments qui sont visibles, notamment là à peu près au milieu de la vue, à mi-voie là, où il y a une personne en blanc. Donc ça c'est bien les restes d'un bâtiment. Simplement, c'est ce que j'indiquais, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont encore en pierre, où les fondations en pierre sont encore existantes. Et par contre, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en creux, qui sont rectilignes. Et ça correspond effectivement aux récupérations des murs. Ce que je disais, des tranchées de récupération de murs. Là vous voyez une autre vue où on voit encore le bâtiment là qui est à peu près au milieu, avec toujours cette personne là qui est en blanc. Et puis la voirie qu'on voit bien au centre. Elle est magnifique. Voilà. Là on la voit bien. Donc on voit bien cette grande ligne là empierrée, et puis ce petit diverticule qui est complètement à gauche et qui borne justement le bâtiment. On voit bien que le bâtiment est à l'angle en fait. Est à l'angle entre la voirie et le petit diverticule. Et puis on a un autre bâtiment qui est en cours de fouille, qui est justement de l'autre côté, en fait, de l'autre côté du petit diverticule. Où on voit bien là les pierres, les tranchées soit de fondation ou les tranchées de récupération. C'était déjà un plan bien orthogonal. Hein. Oui, tout à fait. Ah oui. Ah bah à l'époque c'était la ligne droite. Oui. Les Romains étaient capables de faire passer, les rivières, faire des ponts, des aqueducs, voilà. Alors une autre vue sur la voirie, une vue plus en détail, où on voit bien l'empierrement, l'empierrement de la voirie, avec des zones fouillées, des zones non fouillées. Et puis on voit bien des perturbations. Alors si on regarde bien, il y a un espèce de carroyage assez régulier
notamment sur la deuxième vue, on voit bien un carroyage avec des petites lignes là en creux. Alors en fait, ça c'est parce que avant la fouille, en fait c'était des terrains de sport. Ah oui. C'était des terrains de foot. Et en fait c'est la partie, comment dire, pour l'arrosage. Donc en fait c'était des petits drains. C'était des petits drains avec des tuyaux qui permettaient en fait l'arrosage des... Donc ça c'est purement 20e siècle. Ah ça c'est purement 20e siècle. Et du coup ça perturbe un petit peu. Ah bah oui. Hein, c'est le carroyage qu'on voit. Ah, oui, c'est le carroyage bien carré là, avec les lignes. Donc bah, nous on a enlevé en fait les tuyaux d'arrosage, les drains. Voilà. Alors après, donc on voit bien au loin la tour 7. Hein. Oui. Voilà, alors on va peut-être voir les derniers. Partie de l'équipe de fouille. Bon, c'est un clin d'œil. Hein. Alors vous voyez, en fait ils ont des combinaisons blanches. Alors pourquoi des combinaisons blanches? En fait pour des raisons de sécurité. Parce qu'en fait les terrains étaient pollués. Alors c'était pas une pollution absolument terrible, mais pour des raisons de sécurité, il fallait quand même prendre un certain nombre de précautions. Donc du coup il fallait être en combinaison, avec des masques. En fait c'était une pollution aux métaux lourds. Ah oui. Alors pourquoi? Parce que en fait avant les stades de la Motte, les terrains de sport, en fait c'est des terrains maraîchers. Et les terrains maraîchers, en fait ce que faisaient les maraîchers, c'est qu'ils allaient vendre leurs légumes pour approvisionner en fait les marchés de Paris. Et en fait, pour ne pas revenir à vide, ils revenaient en fait avec leurs charrettes qui étaient chargées de gadou et de boue parisienne. Alors les gadous parisiennes, c'est en fait le curage en fait des trottoirs, enfin des caniveaux, et éventuellement des égouts. Et donc du coup il y avait tout dedans. Et donc eux ils épandaient ça sur leur terrain pour les amender. Sauf que, bah, évidemment, dans les gadous et les boues parisiennes, bah, il y avait de la pollution. N'importe quoi. Voilà. Et donc du coup c'est pourquoi on se retrouve sur ces anciens terrains maraîchers avec des pollutions. Alors d'autres vues, qui se répètent un petit peu. L'ensemble. Donc d'autres vues en fait de la fouille donc de ce qui correspond au bâtiment Prisme maintenant, qui est construit actuellement. Donc on revoit bien donc la voirie avec l'axe central, le petit diverticule, le bâtiment qui est dans l'angle, et puis d'autres bâtiments qui se devinent là de part et d'autre de la voirie. Alors là peut-être qu'on verra peut-être encore mieux, c'est pris de plus près. Alors, est-ce que cette voirie, on l'a creusée pour voir s'il y avait différentes couches de roulement, des choses comme ça? Alors, oui, alors si on regarde bien, on voit bien qu'il y a des tranchées qui ont été faites et qui recoupent la voirie. D'accord. Par contre, je ne saurais vous dire, pour moi, elle est uniquement antique et elle n'est pas plus ancienne. Oui. Disons qu'à l'époque antérieure, donc à la protohistoire et à l'Athènes, cette voirie n'existe pas. D'accord. Alors pourquoi on le sait? C'est parce qu'en fait sous la voirie il y avait justement des vestiges plus anciens, et qui étaient des vestiges latènes. Donc soit des enclos, soit des fossés d'enclos, soit des fosses. Voilà. Non, mais pour savoir aussi s'ils l'avaient construite selon des règles sur les grandes vias. Alors on n'est pas, sur de la grande voie romaine qui dessert des grandes directions. C'est pas les voies qui montent vers le nord on est dans ou vers l'est qui vont en fait vers la Belgique ou l'Allemagne et qui en fait étaient conçues justement pour que les gens puissent voyager rapidement et surtout les légions romaines pour qu'elles puissent aller en cas de problème d'invasion germanique ou sur le Limès. Il y a beaucoup de moustiques. Oh oui. Alors donc ce que l'on voit là, en fait, la fouille correspond finalement à deux anciens terrains de sport, à deux anciens stades. Un qui était en fait là où c'est fouillé, et l'autre plus haut où en fait là la photo montre en fait c'est déjà fouillé. Mais ça correspondait à deux terrains de sport. Et d'autre part, les deux terrains qui sont dans la continuité, mais qui n'étaient pas en herbe,
mais qui était comme ça en terrain, en terrain rouge, là je sais pas comment ça s'appelle, en schiste. En fait c'est du schiste qui est mis en miettes. Ces deux terrains-là ont été diagnostiqués en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, en 2021. Ils ont été diagnostiqués et du coup, on sait que la voirie continue par là, donc dans cette direction, et que d'autre part, il y a aussi des vestiges d'époque antique et d'époque latine. Voilà. Donc un diagnostic a été fait. Ça devait partir sur une fouille, parce qu'il y avait un autre projet départemental qui était non pas Prisme mais Handilab, et en fait, pour différentes raisons, le projet ne se fera pas ici, il va se faire à Saint-Denis, et donc du coup le diagnostic a été fait mais la fouille n'a jamais été faite. La fouille n'a pas été faite. C'est pour l'avenir. Exactement, voilà. Réserve Et archéologique. puis voilà, réserve archéologique, et puis d'autre part, des fois il vaut mieux pas fouiller, parce que les conditions sont pas là, on n'a pas les moyens forcément, et donc du coup comme c'est vraiment un site très important, c'est un site qui a été reconnu d'intérêt non seulement national, mais en fait international, le site de Bobigny, pour l'époque latine. Oui, Bobigny, oui. Voilà. Pour l'époque latine, Bobigny a été reconnu comme un niveau d'intérêt européen pour l'époque latine. Donc c'est vraiment très 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 important. C'est vraiment, voilà, donc faut pas faire n'importe quoi. Bah oui, bien sûr. Il faut pas massacrer, massacrer le site, quoi. Voilà. Et d'autre part, le terrain qui est en herbe là-bas, dans la continuité, on sait aussi qu'il y a des vestiges. On sait qu'il y a des vestiges parce qu'en 97, justement, on avait suivi le réseau d'arrosage. Oui, d'accord. Et donc il y a des tranchées qui ont été faites pour installer les tuyaux d'arrosage. Et on sait qu'il y a aussi des vestiges. Alors, plus on remonte vers le haut, notamment sur le terrain en herbe là-bas, et il n'y a plus vraiment de vestiges gallo-romains. Mais par contre, il y a beaucoup de vestiges latins. Voilà. Ben, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes monsieur Alors, moi, je m'appelle Pascal Métro. Pascal Métro. La visite, les commentaires ont été faits par monsieur. Et si vous voulez revoir la visite, je la mets sur YouTube, Papito Production. D'accord, Papito Production. Il n'y a pas d'obligation, mais je partage. On est d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bah, de rien. Et à une prochaine fois, bah, exactement. peut-être. Bah oui. Voilà. Donc en fait, là, vous avez... Bon, c'est du décor, hein. Oui. Mais vous avez en fait le bouclier gaulois, le bouclier celtique. Oui. Donc le bouclier celtique, c'est un bouclier en bois, comme ça, oui. qui est recouvert de peau. Et donc vous avez cette partie-là qu'on appelle la spina, qui est en bois. Oui. Donc qui sert en fait à parer les coups. Et puis consolidé par cette partie-là qu'on appelle un umbo, 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 qui est en fait fixé par des rivets, des gros rivets. Et là le système, alors il a varié à travers les âges, mais en gros c'est deux demi-parties qui sont en fait jointes ici là. Oui. Donc en fait c'est deux parties jointes. Et si on regarde bien sur l'arrière, alors je vais pas le décrocher, je mais j'en prends d'un. Donc si on regarde bien, en fait sur la partie arrière, voilà comment c'est. C'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle le manipule, qui est une poignée en fait. Bon là il est un petit peu cassé. Donc en fait ça se tient comme ça. D'accord. Et évidemment là en fait c'est vide. Donc là il y a un trou en fait au niveau du bouclier. Et en fait évidemment pour protéger, il faut forcément un renfort. Donc là par exemple, bon alors ça a varié à travers les âges. En fait les premiers imbos, en fait ils sont soit comme ça en deux parties, ou en une seule partie comme là-bas. D'accord. Donc ça c'est vraiment les imbos les plus anciens, donc 4e, 3e siècle, jusqu'au 2e siècle. Et en fait après avec l'influence germanique, les Celtes, et donc les Gaulois, vont en fait opter pour un imbo qui lui du coup est rond, circulaire. Et en fait c'est les Germains qui avaient ce type d'imbo. Mais les Celtes à l'origine avaient ce système-là, ce système d'imbo. Puis après il y a des décorations. Ça peut être décoré ou pas décoré. Donc après ça, bon par exemple là c'est un triskel.
ici. Après, bon, il peut y avoir toute une symbolique. Bon, là, c'est des reconstitutions. Hein. Oui, oui. Là, en fait, c'est un peu de l'art celtique où en fait, c'est très. C'est pas du tout de l'art gréco-romain, de l'art classique. Oui, oui. C'est vraiment une interprétation selon en fait leur croyance et selon leur. Voilà. Très bien. Là, c'est un petit four. Alors, oui, ça c'est un petit. Ça c'est un petit four domestique, effectivement. Donc ça c'est un peu le système. Oui. Alors là ils l'ont fait avec une cheminée, bon je sais pas très bien pourquoi. Parce qu'en fait ça peut très bien fonctionner sans cheminée. Ça peut très bien fonctionner sans cheminée. Alors là, je pense qu'ils l'ont fait, là ils l'ont fait parce que en fait il est à l'air libre. Oui. Mais généralement, en fait ils sont creusés dans le sol. C'est-à-dire qu'on fait en fait ce qu'on appelle une avant-fosse. Oui. Donc on fait une fosse circulaire. Et après, de cette fosse, dans la paroi, en fait on creuse en sape. On creuse en sape le four. Oui. Donc petit à petit on creuse. Et en fait on creuse en sape. Et donc du coup ça, petit à petit, ça définit en fait la voûte du four. Oui. Ensuite, donc c'est pour cuire des aliments, hein, donc du pain, des aliments. Donc on va mettre du bois. Donc on fait brûler évidemment. Ensuite on va enlever les braises. On va mettre soit du pain, soit des aliments. Et en fait on ferme la porte du four. Et puis en fait ça restitue la chaleur. Et en fait ça cuit comme ça. D'accord. Ça cuit en restituant en fait la chaleur. D'accord. Voilà. Et donc c'est le type de four effectivement de l'époque. Bon, voilà. Et celui-ci là? Bah celui-ci, je ne sais pas très bien. Là, il est fait avec. Alors, je pense que ça c'est différent. Je pense que c'est en fait une. Oui, c'est ça. Ça, en fait, c'est un four de verrier. Oui. Donc ça, c'est une. Comment dire? C'est une expérimentation qui a été faite. D'accord. Puisque les Gaulois fabriquaient notamment des bracelets et des perles en verre. Donc c'est des choses décoratives, des objets décoratifs. Mais ils aimaient beaucoup le verre. Et donc du coup, ils travaillaient la matière, le verre, la matière. Et donc ça se faisait comme ça, dans des creusets. Voilà. Donc ça, c'est des creusets dans lesquels en fait on mettait du verre, qu'on faisait fondre, avec des colorants. Et du coup, ensuite, on façonnait donc des perles ou des bracelets. Voilà, et donc ça c'est des petits creusets. Alors c'est de la céramique en fait. Hein. Oui. Alors à l'époque, en fait c'est pas du verre soufflé. C'est pas du verre soufflé, c'est du verre façonné. Donc façonné par exemple avec des pinces ou avec des pinces, c'était étiré petit à petit sur un bâton. C'est-à-dire qu'en fait à l'origine, avec ce qu'on appelle un ferret, une tige en fer, on allait cueillir en fait du verre fondu dans ces creusets. Ensuite, avec un autre instrument, en fait petit à petit, en fait on faisait un trou. On faisait un trou dans cette chose-là. On commençait à la façonner. Donc ça faisait d'abord une sorte de petite perle. Et au fur et à mesure, alors il fallait évidemment remettre à chauffer régulièrement parce que le verre après il solidifie. Et en fait petit à petit, en fait on agrandissait jusqu'à en fait arriver à un bracelet. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on faisait. Très bien. Bon là ce sont des explications, je vais les prendre. Oui. Alors là je pense que c'est un silo. Donc ça c'est le mode, enfin un des modes de conservation en fait des grains, des céréales. Oui. C'est qu'on faisait du coup un creusement dans le sol avec cette forme comme ça, enfin un peu piriforme en fait. Et donc du coup on y stockait du grain et puis on le rendait étanche en fait en mettant un bouchon. D'accord. Voilà. Alors on le sait parce que en fait on a retrouvé des grains. On a pu retrouver des grains dans le fond de ces silos-là. Alors c'était peut-être des réserves, c'est-à-dire que en fait c'était pas forcément pour la consommation on va dire de tous les jours, mais c'était peut-être pour se créer des réserves en cas de famine, en cas de problème. Ouais.
Et ça a été retrouvé ici? Non, non, non. Non. Ici non, mais bon, Non. ailleurs oui. Oui, d'accord. Oui. Oui, oui. Oui, sur d'autres sites, oui. D'accord. Bah, c'est-à-dire que c'est un système qui n'était pas adapté à des terrains marécageux forcément, Oui, oui. ou à des terrains où il y a de l'eau. C'est-à-dire D'accord, qu'on ne ouais, fait pas ouais. ça dans des terrains où il y a de la nappe phréatique D'accord, qui, oui. qui est proche. On fait ça dans des terrains qui sont beaucoup plus secs. D'accord. Mais d'un autre côté, bon, concurremment, il existe aussi un autre système de conservation dans des greniers par exemple. Oui, ah oui. Dans des greniers, alors généralement c'était des greniers suspendus, c'est-à-dire que en fait c'était des constructions comme ça en bois Oui. et en terre. Oui, Donc en fait il y avait 4 poteaux assez hauts, je sais Oui. pas, genre de cette hauteur-là, oui, un plancher, donc 4 murs, oui, oui. un toit. Oui, c'est juste pour isoler du sol. Voilà, et pour D'accord. éviter que les nuisibles D'accord, éventuellement d'accord, montent ouais, et aillent piller, D'accord. les céréales. Eh bien, c'est très bien. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Et à une prochaine. Ouais, bah oui.